La salle privée du restaurant bourdonnait d'une ambiance chaleureuse, baignée par la lueur douce des bougies et 40 ans d'histoire partagée. C'était l'anniversaire de mariage de mes parents, et toute la famille était réunie. J'étais assise à ma petite table, comme un satellite en orbite autour d'eux, sirotant un verre d'eau. Mon père, Marc, un homme qui mesurait la valeur d'une personne à ses gestes grandioses et ses déclarations tonitruantes, se leva pour porter un toast. Ses yeux se posèrent immédiatement sur mon frère, Kevin, l'enfant prodige charismatique mais imprudent de la famille, qui n'avait jamais eu à affronter la moindre conséquence. À mon fils, Kevin, lança-t-il. Sa voix résonnant de fierté, il partit dans une digression sur la dernière entreprise ratée de Kevin, un service de livraison de glaçons artisanaux. Il le qualifia de visionnaire, loin son esprit entrepreneurial sans limite. C'était le même discours qu'il avait tenu pour la boulangerie de biscuits gastronomiques pour chiens et l'application censée être l'Uber des monocycles. Alors que la famille applaudissait avec ferveur, je ressentis cette vieille douleur familière. Ce n'était pas seulement les éloges, c'était la force de leur croyance collective en une chimère qu'ils avaient tous décidé d'alimenter. Puis, le regard de mon père se tourna vers moi et l'énergie dans la pièce s'atténua. Et à ma fille, Claire, dit-il, un peu trop fort, il laissa échapper un petit rire désinvolte. On n'est pas tout à fait sûr de ce qu'elle fait. Je crois qu'elle travaille dans la tech. Quelque chose avec le Wi-Fi. Non, il leva son verre, mais elle a réussi à faire fonctionner le routeur pour la fête. Alors bravo à elle. Les applaudissements, cette fois, furent épars et faibles, empreintes de pitié. Ce n'était pas une célébration. C'était une reconnaissance de ma simple existence fonctionnelle. Et puis, le coup final arriva. Je vis ma grand-mère se pencher vers ma mère, Diane, une femme qui confondait la dépendance de son fils avec de l'amour. Sa voix, un murmure théâtral, trancha le brouhaha. C'est tellement dommage qu'elle n'ait jamais trouvé une vraie passion. Pas comme son frère. Ma mère ne me défendit pas. Elle se contenta d'un hochement de tête triste et lent. À cet instant, quelque chose en moi ne se brisa pas. Il se figea. La douleur et la colère s'évaporèrent, remplacées par un calme profond et terrifiant. Il ne m'avait pas simplement oublié, il m'avait remplacé. Et le pire, je n'étais même pas surprise. Ce n'était que l'écho le plus sonore d'une histoire que je vivais depuis toujours. Pour comprendre cette histoire, il faut comprendre la dynamique. Elle reposait sur une vérité simple et inébranlable. Mon frère, Kevin, était le fils, et moi, j'étais juste une planète prise dans son orbite, valorisée uniquement pour ma force gravitationnelle. Il était le garçon en or de la famille, un homme de 30 ans qui portait son charisme comme un bouclier, parant chaque échec d'un sourire charmeur et d'une nouvelle idée, encore plus brillante. Mes parents, Marc et Diane, étaient les architectes de cet univers. Mon père, un homme qui aimait le son du succès, et ma mère, une femme qui avait besoin d'être nécessaire, avaient investi tous leurs espoirs en lui. Ils ne se contentaient pas de l'encourager. Ils vénéraient le sol foulé par son potentiel inassouvi. Je me souviens d'un été, il y a 2 ans, où tout cela m'a paru avec une clarté douloureuse. Kevin avait convoqué une réunion familiale d'investissement qui consistait simplement en lui. Debout dans le salon, avec un PowerPoint mal conçu, il présentait son dernier coup de génie, une application révolutionnaire mettant en relation des promeneurs de chiens avec des poètes amateurs, pour que les chiens soient promenés pendant que leurs propriétaires recevaient des haïkus personnalisés par SMS. C'était absurde, un délire fiévreux. Mais mes parents étaient captivés. Mon père voyait en lui un futur magnat de la technologie. Ma mère voyait son garçon brillant et créatif. Cet après-midi-là, ils transférèrent 20 000 euros de leur compte épargne au sien, un investissement intelligent dans le talent, avait déclaré mon père, rayonnant. En regardant le montant clignoter sur l'écran du téléphone de mon père, je commençais à tenir mon propre registre interne. Je repensais aux cours à l'université publique que j'avais payé moi-même, à la voiture vieille de 10 ans que je réparais avec du ruban adhésif et des prières, aux innombrables fois où j'avais entendu « L'argent est rare, ma chérie ». Ces 20 000 euros n'étaient pas seulement de l'argent. Ils représentaient la valeur totale de chaque opportunité qu'on m'avait dit que nous ne pouvions pas nous permettre. L'application, bien sûr, ne vit jamais le jour au-delà d'une page d'accueil défectueuse. Et l'argent disparut dans ce que Kevin appelait vaguement des frais de développement. Personne ne lui demanda jamais de compte. Leur logique, je le compris plus tard,
avait sa propre cohérence tordue. Mon père pouvait se vanter d'un fils visionnaire. Cela sonnait mieux lors des barbecues que ma fille a un emploi discret au gouvernement avec une habilitation de sécurité que je ne comprends pas. Les échecs spectaculaires d'un fils étaient, d'une certaine manière, plus romantiques et intéressants que les succès silencieux et constants d'une fille. Ma mère, quant à elle, prospérait dans le chaos de Kevin. Son besoin constant de renflouement, de conseils et de soutien émotionnel la plaçait au centre de son monde, en matriarche, en sauveuse. Mon indépendance était une remise en question de son rôle. Je n'avais pas besoin qu'elle règle mes problèmes. Alors elle décida inconsciemment que je n'en avais pas. Tout cela culmina l'année précédente, avant le fiasco de l'application. J'avais obtenu une promotion importante, qui nécessitait de gérer des données hautement confidentielles depuis chez moi. La seule condition était que j'avais besoin d'un ordinateur portable spécifique, crypté, coûtant un peu plus de 2 000 €. Ce n'était pas une demande, c'était une nécessité professionnelle. J'ai pris mes parents à part et leur ai demandé un prêt à court terme. L'atmosphère devint immédiatement glaciale. Ils me firent la leçon sur l'irresponsabilité financière, sur l'instabilité de mon hobby informatique, sur le besoin d'être plus pragmatique. Mon père eut même l'audace de dire « Si tu étais plus sociable comme Kevin, tu trouverais une carrière plus stable. » L'humiliation était étouffante. Je n'ai pas argumenté. Je les ai remerciés pour leur temps. Je suis sortie et le lendemain, j'ai souscrit un prêt personnel à taux élevé. J'ai obtenu l'ordinateur, la promotion, et j'ai remboursé la dette dans un silence qu'ils prirent pour de la soumission. C'était la fausse narrative qu'ils avaient tous construite, brique par brique. Kevin était le rêveur, et moi, j'étais celle qui faisait. Mais dans notre famille, ce n'était pas un compliment. Ces rêves, aussi fragiles soient-ils, étaient considérés comme nobles et importants. Mon action, le vrai travail, le paiement des factures, la construction d'une vie, était vue comme une simple fonction, un labeur sans passion, sans inspiration. Ma carrière dans le renseignement de sécurité nationale, un travail exigeant une précision implacable et des compétences analytiques, était réduite à une blague désinvolte. J'étais le support informatique officieux et non rémunéré de la famille, celle qu'on appelait quand l'imprimante était en panne ou que Netflix chargeait mal. J'étais la fille qui, selon eux, réparait le Wi-Fi ou quelque chose comme ça. Ils ne pouvaient pas se donner la peine de voir la vérité. Alors ils ont créé une version de moi qu'ils pouvaient comprendre, une version qui les mettait à l'aise, une version qui n'était pas générale. Allongée dans mon lit après cette fête d'anniversaire, l'écho de leurs applaudissements plein de pitié résonnant encore dans mes oreilles. Je vis tout avec une clarté nouvelle et aveuglante. Les 20 000 €, la leçon sur l'ordinateur, les décennies à être un personnage secondaire dans le spectacle de Kevin. Ils ne me verraient jamais. Ils ne voulaient pas. Alors j'ai décidé d'arrêter d'attendre une invitation dans leur monde et de faire irruption dans le leur avec le mien. Le trajet de retour après la fête était silencieux. Cette douleur sourde et constante d'être incomprise, une douleur que j'avais portée si longtemps que je l'avais prise pour une partie de ma personnalité, avait enfin disparu. À sa place, une clarté froide et dure commençait à se former. Comme de la glace se cristallisant sur une fenêtre d'hiver, l'objectif n'était plus de gagner leur amour ou de mendier leur approbation. C'était un jeu que j'étais destinée à perdre. Le nouvel objectif était plus Jiandan. Il ne s'agissait pas de chercher la justice, ni même la vengeance. Pas vraiment. Il s'agissait de forcer une confrontation avec la réalité. J'en avais fini avec essayer de corriger leur narrative. J'allais la réduire en cendres. Mon plan commença à prendre forme autour d'une mission à venir, une extraction de personnel hautement sensible que j'étais chargée de diriger. Son nom de code était l'opération Corbeau. Pendant des semaines, mon équipe et moi avions travaillé sans relâche, planifiant chaque éventualité, cartographiant chaque itinéraire. La dernière pièce du puzzle était l'autorisation officielle de lancement ou d'annulation. Un paquet physique qui devait être livré par un coursier sécurisé exactement 24 heures avant le début. Mes preuves n'allaient pas être des SMS ou des relevés bancaires. Ma preuve était un homme avec une oreillette et une mallette verrouillée. Et il allait la livrer directement à leur porte. Le lendemain matin, j'étais en communication sécurisée avec mon officier supérieur. Il me donna le choix de recevoir l'autorisation finale au poste de commandement ou dans un lieu sécurisé secondaire. C'était mon moment. J'ai invoqué quelques protocoles de sécurité plausibles, quoique légèrement exagérés.
la nécessité de minimiser les signatures numériques près du site de commandement principal, et l'avantage d'utiliser un lieu civil aléatoire pour une livraison critique afin de briser tout schéma de surveillance potentiel. Cela sonnait professionnel, logique, détaché. Il n'a pas posé de questions. Il m'a simplement demandé l'adresse. Je lui ai donné celle de mes parents. Une fois la logistique réglée, il ne restait plus qu'à préparer la scène. Je savais que tous les dimanches, sans exception, toute ma famille se réunissait chez mes parents pour le dîner. C'était leur rituel sacré, l'endroit où les mythes familiaux étaient polis et transmis comme des plats de service. J'ai pris mon téléphone et appelé ma mère. Je lui ai dit que je savais que j'avais été distante et que je voulais faire plus d'efforts pour être présente. Sa voix, au bout du fil, était empreinte d'une douceur condescendante. Oh, Claire, c'est merveilleux. C'est tellement bien que tu t'intéresses enfin à la famille. Je me suis contentée de sourire au téléphone. Un intérêt. Oui, c'était une façon de le dire. J'avais la preuve, j'avais le plan. Et j'avais la scène parfaite. Il ne restait plus qu'à attendre que le rideau se lève sur leur petit monde confortable. Ce dimanche-là, je suis entrée chez mes parents et j'ai été accueillie par l'odeur familière du rôti de bœuf et de la complaisance. L'air était chargé des sons de leur vie. Mon père riait trop fort à l'une de ses propres blagues. Le tintement des couverts, le bourdonnement discret d'un résumé sportif à la télévision dans le salon pour la première fois. Cependant, cette atmosphère étouffante ne me dérangeait pas. Je me sentais étrangement distante, comme une sociologue observant une tribu dans son habitat naturel. Je pris place à la table du dîner, un fantôme à leur festin, et j'attendis simplement. Le calme que je ressentais était absolu. C'était le calme de savoir que vous tenez la main gagnante et que vous attendez juste le moment parfait pour poser vos cartes sur la table. Bien sûr, le spectacle commença pile à l'heure. Mon frère Kevin tenait la vedette, captivant tout le monde avec une histoire sur un investisseur potentiel qu'il avait rencontré au parc à chiens. Mon père buvait ses paroles, son visage rayonnant d'une fierté par procuration. Ma mère Diane remplit le verre de Kevin, puis se tourna vers moi avec un regard de pitié bienveillante. Alors, Claire, commença-t-elle, sa voix teintée de cette condescendance douce qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Comment vont les choses dans ta petite entreprise? Tu as réglé ces problèmes de serveur? Je lui adressai un petit sourire poli. J'y travaille encore. Maman, dis-je, ma voix égale. Je sentais leur regard collectif sur moi, la vérification brève et obligatoire de la file discrète avant de retourner à l'événement principal. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un seul message crypté. État. 2 minutes. Je pris une gorgée d'eau lente et délibérée, une profonde inspiration. L'air dans la pièce sembla soudain électrique, chargé d'un secret que moi seule connaissais. C'était l'heure. Dehors. La rue calme de banlieue était baignée par la lumière dorée de la fin d'après-midi. Tout était exactement comme il devait l'être, parfaitement banal, parfaitement normal. La scène était prête pour l'acte final de leur pièce. Mais ils n'avaient aucune idée que j'en avais réécrit la fin. Il ne s'agissait pas seulement de révéler un secret, mais de corriger le récit avec une vérité irréfutable et bouleversante. Un instant plus tard, une berline noire gouvernementale glissa silencieusement devant la maison. Elle semblait totalement étrangère au milieu des pelouses impeccables et des monospaces. « Qui diable est-ce » marmonna mon père, plissant les yeux par la fenêtre. Les bavardages à table s'éteignirent. Ma mère se leva légèrement, regardant par-dessus son épaule. Un homme en costume noir parfaitement taillé, avec une oreillette discrète, sortit du côté passager. Il ne regarda pas autour de lui. Il avança avec une détermination précise et disciplinée directement vers notre porte d'entrée. Kevin, pour la première fois de la journée, resta sans voix. La confusion de la famille était une chose épaisse, palpable, un silence qui s'alourdissait à chaque pas de l'homme dans l'allée. Juste au moment où il levait la main pour frapper, je repoussai ma chaise et me dirigeai vers la porte d'entrée. L'ouvrant avant que ses phalanges ne touchent le bois, il se tenait devant moi, son expression impassible, professionnelle. Il tenait une lourde mallette métallique dans une main. Sa voix était claire et nette, pourtant facilement dans la salle à manger, désormais silencieuse. « Madame, vous êtes autorisée pour l'opération Corbeau. Nous avons le feu vert. » Il me tendit la mallette. Puis il regarda par-dessus mon épaule une fraction de seconde, son regard balayant ma famille, stupéfaite et figée avant de revenir sur moi. Il fit un simple hochement de tête respectueux. « Général Claire, dit-il, nous attendons vos ordres. » Le monde s'arrêta. Je vis la mâchoire de mon père littéralement tomber,
sa fourchette claquant sur son assiette. Ma mère était figée en plein mouvement, serrant une pomme de terre à moitié sculptée comme une relique religieuse. Le visage de Kevin était pâle, son sourire confiant complètement disparu, remplacé par une expression bouche bée d'un homme voyant un fantôme. Même ma grand-mère, assise en bout de table, avait une main serrée sur ses perles, les yeux écarquillés d'incrédulité. Leur monde parfait et ordonné venait d'être frappé par une météorite et le cratère d'impact se tenait juste à leur porte. Ils n'étaient pas simplement surpris. Ils étaient fundamentally réorganisés. Je pris la mallette de l'agent, mes mouvements calmes et mesurés. Ce n'était pas une performance pour eux, c'était mon travail. Merci. Agent, dis-je, ma voix stable. Dites à l'équipe de passer à la mise en place. Je serai là dans 1 heure. Il hocha la tête une fois de plus, se retourna et regagna la voiture avec la même détermination qu'à son arrivée. Je regardai jusqu'à ce que la berline s'éloigne, puis je fermai la porte, les enfermant dans un silence retentissant et les décombres de leur narrative. Et dans ce silence, je ne ressentais ni colère ni victoire, juste du calme. Pour la première fois, c'était moi qui partais. Je ne me retournai pas. Avec la lourde mallette dans la main, je sortis de la maison, montai dans ma voiture et démarrai le moteur. Le trajet jusqu'au poste de commandement fut l'heure la plus paisible de toute ma vie. Mon téléphone, que j'avais jeté sur le siège passager, commença à vibrer sans cesse. Il s'illuminait encore et encore avec des appels et une vague de messages. Un cri numérique frénétique d'un monde dont je venais de m'extraire. Je n'y jetai même pas un regard. Le bruit semblait distant, sans importance. Pour la première fois, il n'y avait pas de débat intérieur, pas de culpabilité, pas de doute quant à savoir si j'avais fait ce qu'il fallait. Il n'y avait que la mission à venir et le bourdonnement tranquille de la route. L'opération Corbeau fut un succès. Mon attention était absolue, mon équipe était irréprochable, et nous fîmes ce que nous devions faire. Ce n'est que 2 jours plus tard, après les débriefings et les rapports déposés, que je me suis enfin assise pour regarder mon téléphone. Le volume même des notifications était accablant. Il y avait des dizaines d'appels manqués de mes parents et de Kevin. Les messages étaient une leçon magistrale de diversion et d'auto-apitoiement. Ceux de mon père étaient remplis de points d'exclamation et de confusion. Une générale, qu'est-ce qui se passe? Claire, appelle-moi maintenant. Ceux de ma mère étaient empreints d'une accusation blessée. Comment as-tu pu nous cacher ça? Nous sommes ta famille. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies menti comme ça pendant des années. Et ceux de Kevin, ils étaient les plus transparents de tous. OMG Frangine, une générale, c'est dingue. Il faut qu'on parle. J'ai des idées. Des idées. Bien sûr, il avait des idées. Sa première pensée n'était pas pour moi, mais pour la manière dont ma réalité pouvait bénéficier à son fantasme. Leurs messages n'étaient pas des excuses. Ils étaient des accusations de leur propre ignorance volontaire, des tentatives frénétiques de réécrire l'histoire en temps réel et d'absorber mon succès dans leur narrative. Je pris une profonde inspiration, mes doigts planant au-dessus de l'écran. J'envisageais de rédiger une longue réponse cinglante, énumérant chaque injustice de mon registre interne, les 20 000 euros, la leçon sur l'ordinateur, chaque commentaire désinvolte et regard empreint de pitié. Mais à quoi bon? Ils n'étaient pas capables de comprendre, alors j'optai pour la vérité simple et irréfutable. J'ouvris un chat de groupe avec eux 3 et tapai un message final unique. Je n'ai jamais menti. Vous n'avez simplement jamais écouté. Ma vie n'est pas un secret. Elle était juste en dehors de la boîte que vous avez construite pour moi. Je suis heureuse et occupée. Ne me contactez plus. J'appuyais sur envoyer avant de pouvoir me raviser. Puis, on parent. Je bloquais leur numéro. Papa, maman, Kevin. Chaque tapotement sur l'écran n'était pas un acte de colère. C'était comme tourner une clé dans une serrure, sécurisant une porte que j'aurais dû fermer il y a longtemps. Une année peut tout changer. Une année sans leur gravité me tirant hors de ma trajectoire m'a permis de trouver enfin mon vrai nord. Ma vie maintenant est presque méconnaissable. Je passe mes journées dans un centre de commandement, pas dans un bureau à domicile silencieux. Je suis entourée d'une équipe de professionnels, des hommes et des femmes qui me défient, me respectent et écoutent quand je parle. Nous avons un langage commun, une camaraderie forgée dans des situations à forts enjeux et une confiance mutuelle. Ici, ma compétence n'est pas intimidante, elle est essentielle. Mon apport n'est pas un hobby, c'est une composante critique de notre succès. Il n'y a pas d'enfant prodige ici. Nous formons une unité et chaque personne est valorisée pour ce qu'elle apporte à la table.
Ma vie personnelle s'est transformée aussi. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, un petit endroit ensoleillé qui ressemble à un sanctuaire. Il est rempli de mes affaires, de mes livres et de mon calme, les week-ends. J'ai commencé l'escalade, j'aime cette sensation, la concentration intense, la résolution de problèmes, la progression lente et régulière sur une paroi abrupte. C'est un défi qui m'appartient entièrement. Il n'y a personne en bas pour me dire que je fais mal ou suggérer une meilleure façon. Il n'y a que moi, la paroi et la force de mes propres mains. Pour la première fois, je construis une vie définie par mes propres valeurs et ma propre joie. Pas par le rôle qu'on m'a assigné. J'ai eu des nouvelles d'une cousine il y a quelques mois. Elle m'a dit que Kevin avait essayé d'utiliser mon nom, ou plutôt mon titre, pour obtenir un prêt pour une nouvelle entreprise impliquant du matériel tactique. Il a apparemment été ridiculisé à la banque. Elle a aussi dit que mes parents racontent maintenant à qui veut l'entendre que leur fille est générale, faisant quelque chose d'important pour le gouvernement. Je les imagine le dire avec une sorte de fierté creuse, une tentative désespérée de revendiquer une part d'une histoire qu'ils n'ont pas contribué à écrire. Ils sont des étrangers pour moi maintenant, des fantômes qui partagent mon ADN, mais rien d'autre. Leur validation n'est plus la monnaie dans laquelle je commerce. Hier soir, je travaillais tard, terminant un rapport. Mes yeux se posèrent sur un cadre argenté sur mon bureau. Il ne contient pas une photo de mes parents ou de mon frère. Il contient une photo de mon unité, prise après notre dernière mission réussie. Nous sommes tous épuisés, souriants, couverts de poussière, et debout, ensemble, nous sommes une équipe, une famille. J'ai appris que votre vraie famille n'est pas toujours celle dans laquelle vous êtes né. C'est celle qui vous voit pour ce que vous êtes vraiment. Si vous avez déjà dû trouver votre propre unité, laissez un commentaire ci-dessous. Votre mission est valide.